PT Charlotte Mestre. L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Philippe Gervolino. Bonjour Charlotte. La semaine dernière s'est tenu un conseil d'administration de l'Office des Postes et Télécommunications. Deux décisions en tout cas ont été prises et on a communiqué là-dessus. Celle d'un second câble sous-marin. Le premier avait été posé en 2008. Ça fait 12 ans donc qu'on attend ce deuxième câble. Pourquoi ça a pris si longtemps ? Pourquoi ? Parce que des études étaient nécessaires pour affiner le besoin, le choix des destinations. Et donc le choix d'un deuxième câble sous-marin pour sécuriser l'Internet calédonien, donc une sécurisation domestique et une sécurisation internationale. Je le rappelle, en 2008, nous avons construit deux câbles. Un câble pour l'international qui nous relie à l'Australie et un premier câble domestique qui relie Pointe-d'Imier à Ouvéa et à Lifou pour permettre le développement du très haut débit sur les îles. Et donc là, il était indispensable de pouvoir continuer cette sécurisation, boucler totalement la Nouvelle-Calédonie avec un bouclage domestique pour boucler le sud de la Grande Terre, l'île des Pins, Yaté, Marais, Alifou et assurer le bouclage domestique et bien sûr boucler un deuxième câble sur l'international pour sécuriser totalement nos communications entrantes et sortantes. Pour autant, il y avait déjà eu d'autres appels d'offres, il y avait déjà eu des études, il y avait le projet à Waiki, le câble qui avait été passé, auquel on aurait pu se raccorder à l'époque où il a été mis en place. Pourquoi, du coup, ça a pris aussi longtemps, même s'il y avait déjà des opportunités entre-temps ? Nous sommes passés par une procédure de dialogue compétitif qui a été classée sans suite fin 2018 et le conseil d'administration a validé le fait de relancer un appel d'offres début 2019 pour cette sécurisation domestique et internationale en faisant le choix, en suivant les recommandations de l'étude sectorielle des télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, d'un raccordement sur Fidji. Est-ce qu'il y a eu une influence quand même de l'annonce du projet privé en fin d'année dernière ? Est-ce que ça a précipité les choses dans le choix et dans la conclusion de cet appel d'offres ? Non, dans la mesure où nous sommes engagés dans une procédure d'appel d'offres public. Donc à partir de là, nous sommes dans un schéma qui est connu, qui est contraint également. L'appel d'offres a été lancé au mois de mars 2019. Nous avons reçu les offres en juillet, nous les avons analysées, nous avons communiqué ces éléments à nos administrateurs et on est passé également la Calédonie a souhaité ouvrir le débat devant le gouvernement et également devant le Congrès sur le choix opéré. Et il est ressorti que ce type d'infrastructures, ce sont des infrastructures essentielles et la Calédonie et le Congrès ont souhaité que cela reste sous une gouvernance publique. Il y avait un seul candidat pour cet appel d'offres, c'est Alcatel, qui du coup a été choisi. Est-ce que cette candidature unique ne risque pas de poser problème ou ne pourrait pas entraîner que la Nouvelle-Calédonie ou que l'OPT se fasse avoir et qu'il n'y ait pas d'autre choix en fait ? Non, alors effectivement une seule candidature, mais également une seule candidature sur l'appel d'offres, le deuxième appel d'offres sur lequel le conseil d'administration a eu à statuer, puisque je vous rappelle qu'on avait deux marchés importants qui ont été attribués lors de ce conseil, celui de la sécurisation de l'Internet calédonien, mais également les extensions du réseau mobile, sur lequel nous n'avions également qu'un seul appel d'offres, une seule candidature. ASN est un leader mondial, c'est le leader mondial de la pose des câbles sous-marins. La Calédonie a souhaité s'entourer de précautions. Des questions ont été adressées à l'État sur lesquelles l'ensemble des réponses ont été apportées, ce qui a permis de conforter les choix. L'État a fait savoir qu'il n'y avait pas de sujet de sécurité avec Fidji, donc pas d'objection d'un raccordement sur Fidji. L'État a également examiné la nature des réponses et a indiqué dans un courrier que les prix proposés par ASN étaient conformes au prix du marché. Et donc, à partir de là, tous les feux étaient ouverts pour pouvoir statuer et décider l'attribution de ce marché. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce second câble sous-marin ? Alors, ce second câble sous-marin, je le redis, il y a une partie domestique et une partie internationale. La partie domestique va sécuriser l'ensemble des communications au sein de la Calédonie et permettre le développement du très haut débit sur Marais, sur l'île des Pins, puisqu'il y a besoin de ces capacités pour pouvoir apporter le très haut débit, que ce soit en 4G mobile ou en fibre sur ces zones.
sécuriser l'ensemble de nos transports domestiques. Et puis, le choix de Fidji, au niveau de la sécurisation internationale, on parle bien d'une sécurisation. Hein. Sydney, l'Australie, restera aujourd'hui notre lieu d'approvisionnement principal. C'est un endroit à Sydney où il y a énormément de câbles sous-marins internationaux qui arrivent, donc des tarifs très intéressants. Fidji nous ouvre également, et ça a été souligné par M. Muliava, une ouverture régionale, et également la possibilité, puisque d'autres câbles arrivent sur Fidji, de nous ouvrir vers les territoires français du Pacifique, de Wallis et Futuna et de la Polynésie, et donc de pouvoir envisager également des développements numériques communs. À 7h07, l'invité de la matinale, je vous le rappelle, ce matin, nous sommes en compagnie de Philippe Gervolino, directeur général de l'OPT. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258-258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Philippe Gervolino, en clair, c'est-à-dire que ça va nous servir de backup, comme on dit, ou qu'il va aussi y avoir une alimentation supplémentaire? Ou c'est les deux? Aujourd'hui, c'est avant tout un câble de secours, mais une fois que vous ouvrez de nouvelles routes, eh bien, nous avons la possibilité de vendre effectivement dans les années qui viennent. Je le redis, un câble est construit pour 25-30 ans, et donc à partir du moment où nous aurons une route entre Fidji et Sydney, ça peut ouvrir aussi des opportunités de vendre des capacités entre Fidji et Sydney dans les années qui viennent, et donc en même temps de faire entrer de nouvelles ressources en Calédonie, de développer notre insertion régionale, et à partir du moment où on a des rentrées financières supplémentaires, de pouvoir poursuivre les baisses de tarifs que l'on connaît aujourd'hui et qui sont déjà programmées. La Calédonie est une toute petite étape, c'est pas une route qui est énorme comme d'autres câbles. Est-ce que ça sera quand même intéressant au niveau international ? Il ne s'agit pas pour nous de concurrencer des transpacifiques, mais bien de nous insérer dans le paysage numérique régional. Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur l'avancée des travaux, les prochaines étapes de cet appel d'offres et de l'installation de ce câble ? Aujourd'hui, l'ensemble des appels d'offres et des marchés sont calibrés en fonction des disponibilités de nos intervenants. Aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences sur le marché, puisqu'il va y avoir une fabrication de câbles qui se fait à distance dans les usines d'Alcatel. Le marché est conclu est prévu pour une durée de mise en service de 18-19 mois, donc une mise en service du câble au premier trimestre 2022. Aujourd'hui, nous sommes dans cet agenda. On se dirige du côté du standard pour accueillir Joe. Bonjour Joe. Bonjour. Vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, avant de poser le deuxième câble, quand ils avaient dit qu'ils allaient baisser le prix pour le premier câble, je vois aucun prix qui a été baissé. Alors je vois pas pourquoi on parle du deuxième câble alors qu'ils n'ont pas baissé les prix du premier câble. Donc le deuxième câble, on sera sanctionné encore deux fois plus cher. Merci beaucoup Joe pour cette intervention. Philippe Gervolino. Alors, le prix de la bande passante que nous vendons aux fournisseurs d'accès à Internet était supérieur à 100 000 francs le mégabit en 2008 à la création du câble. Nous sommes aujourd'hui à 1700 francs du mégabit et de nouvelles baisses sont déjà prévues. Donc vous voyez que ces tarifs ont baissé et en même temps vous avez eu le développement de la fibre sur le territoire avec aujourd'hui des accès à 100 mégabits. Il y a un quart des Calédoniens qui sont raccordés en fibre. Donc ce câble sert également, le premier câble et le câble de secours, à apporter des capacités par rapport au développement du très haut débit en Nouvelle-Calédonie avec des tarifs qui continuent à baisser sur la revente de la bande passante. Internet reste cher quand même en Nouvelle-Calédonie par rapport à ses voisins ou par rapport à la métropole. Je le redis, comparer un marché de 300 000 habitants à un marché de 70 millions d'habitants, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Quand on fait une étude comparative des tarifs par rapport aux îles du Pacifique, voire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nous ne sommes pas si éloignés des tarifs pratiqués. Par rapport au déploiement, on parlait de 2022. Quelles vont être les prochaines étapes? Quand est-ce qu'il va y avoir le premier coup de pioche, le premier coup de pelleteuse pour enterrer ce câble et commencer à se raccorder? Alors, les premières études ont déjà été menées. Vous doutez bien que nous sommes déjà depuis 2 ans en contact, 3 ans en contact avec l'ensemble des autorités pour les autorisations. Les sites d'atterrage, on parle d'atterrage d'un câble sous-marin, donc vous allez avoir des nouvelles stations à Nouméa, à Yaté, au Mont d'Or, à l'île des Pins,
amarrés. Donc ces sites sont déjà repérés, les discussions ont déjà eu lieu avec les différentes autorités. Il s'agira maintenant de formaliser ces premières études. Et je pense que les premiers aménagements commenceront à se voir au niveau des stations d'atterrage dans le courant de l'année prochaine, premier semestre ou premier trimestre. On parlait de la situation sanitaire, là c'est un tout autre sujet. Il y a le retour à la normale qui est prévu au fur et à mesure. Où on en est de ce retour à la normale ? Il est déjà quasiment effectif. Je tiens à souligner l'implication et le sens du service public de l'ensemble des personnels de l'OPT. Au plus fort de l'OPT, comme toutes les sociétés, a dû s'adapter à cette crise de manière à maintenir ses services essentiels et dans le respect des gestes barrières. Nous avons maintenu une agence ouverte dans chacune des communes. Nous avons eu au plus fort de la crise quasiment un quart de notre personnel en télétravail. Et aujourd'hui, nous avons un des points était la reprise de la distribution des colis. C'est effectif depuis la semaine dernière. Nous avions 15 000 colis qui étaient en souffrance. La moitié ont déjà été distribués la semaine dernière. Et nous terminons cette semaine les 7 500 colis restants. Et nous allons, à partir de lundi prochain, être en retour total sur l'ensemble de nos services. Nous allons accepter également le dépôt des colis. Qui pour l'instant est bloqué ? Toujours bloqué. La priorité était à la délivrance des colis qui étaient en stock. Nous avons repris également les recommandés cette semaine et nous allons reprendre les rendez-vous commerciaux. Donc à partir de lundi prochain, un retour total à la normale. Pour ce qui est des colis, les gens continuent à commander. Quel est le délai ? Forcément, c'est plus long parce qu'il y a moins de vols, parce que le monde entier est touché par la crise du coronavirus. Est-ce qu'on a une idée des délais qui sont rallongés par rapport à ces commandes de colis et à ces arrivées sur le territoire ? Aujourd'hui, nous avons 2 vols qui arrivent de Tokyo et donc de la métropole ou d'autres plateformes. 2 vols également de Sydney. J'invite les clients qui commandent sur Internet de regarder le suivi de ces colis. On est soumis aux cadences de fret avec un flux qui a énormément baissé. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à un quart ou un tiers des flux que l'on avait précédemment en rentrée sur le territoire. Et donc, un peu de patience à ce niveau-là. Pendant le confinement, il y a eu des appels à la civilité par rapport à des incidents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'il s'est passé, je pense que, comme dans toute crise, ces crises révèlent le meilleur et parfois le plus mauvais de l'être humain. Nous avons eu des personnels qui ont été agressés verbalement. Nous avons eu du matériel qui a été dégradé. Nous avons eu des coups de fusil sur certains équipements qui ont été dégradés. Ça a privé les populations où ça se situait des services. Et nous avons souhaité immédiatement, avec l'ensemble des autorités, que ce soit le gouvernement, les provinces ou les communes, rappeler au civisme. La principale conséquence, c'est donc la distribution du courrier, la distribution des colis. Est-ce que cette crise sanitaire, le confinement, a d'autres effets que la distribution du courrier ? Je pense que un des enseignements qu'il faudra tirer de cette crise, c'est ce que l'on a su tous mettre en œuvre, c'est-à-dire le télétravail. L'OPT, bien sûr, s'est mobilisé pour maintenir les services essentiels aux entreprises et à la population, mais on s'est aussi mobilisé. Vous l'avez vu, nous avons apporté 25% de bandes passantes supplémentaires aux fournisseurs d'accès à Internet, mais également doublé, triplé les capacités des collectivités pour permettre la mise en œuvre de ce télétravail, qui a été une réalité. Un tiers du personnel de l'OPT en télétravail. Je pense que ça, c'est aussi un des points qu'il faudra garder en mémoire et regarder comment ce télétravail pourrait être intégré dans nos modes de travail définitifs et pas uniquement en situation de crise. Mais cette augmentation de la bande passante, elle ne peut être que temporaire ou c'est quelque chose qu'on peut dire « Ah bah tiens, maintenant que ça marche, on va laisser ça ouvert ». Alors, nous avons regardé les courbes de consommation. Au pic des 2 premières semaines, effectivement, il y a eu une hausse de l'ordre de 20-22% de consommation. Et nous sommes revenus progressivement à la normale.
Donc aujourd'hui, on est sur des trafics traditionnels. Nous allons maintenir bien sûr cette bande passante supplémentaire un certain temps. Il ne s'agit pas pour nous de couper aujourd'hui, mais de continuer à accompagner la Calédonie, les institutions et les entreprises dans cette phase de reprise. Il est indispensable de les maintenir encore quelques semaines. Oui. Par rapport à cette consommation Internet, par rapport aux conséquences, il y a le déploiement de la fibre, il y a la 4G, où vous le disiez, on continue de déployer la 4G. Est-ce que les travaux vont avoir du retard par rapport justement à ce confinement, par rapport à la crise sanitaire? Je tiens également à souligner la mobilisation de nos sous-traitants. Il est sûr que, comme nous, ont dû s'adapter aux circonstances. À partir de lundi et déjà depuis une semaine ou deux, l'ensemble de nos sous-traitants sont de retour, bien sûr dans le respect des gestes barrières. Et nous reprenons également une mise en œuvre nominale des raccordements fibres, des déploiements de nouveaux sites mobiles. Les sites mobiles ont continué à être déployés pendant la période de confinement parce que c'était juste indispensable également de continuer l'activité. Un point également qui est important, on s'est mobilisé par rapport à nos clients, mais il était aussi important de se mobiliser par rapport à nos sous-traitants, d'assurer le paiement des factures de manière à mettre des liquidités dans l'économie. Nous avons payé plus de 1500 factures à nos fournisseurs pendant la période de confinement pour 1,8 milliard. Et donc, c'est 10% de plus que ce que nous avions fait l'année dernière à la même période. C'était également indispensable. C'était une des priorités de l'OPT que de maintenir cette activité économique. Philippe Gervolino, directeur général de l'OPT, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première.